Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20 heures. Tout d'abord, les titres. Le gouvernement, autour du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Goutté, s'est réuni ce matin par vidéoconférence pour un conseil de cabinet sur la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2021. Au cœur de cette réunion, les prévisions budgétaires fortement affectées par la pandémie du nouveau coronavirus, la CHAN, le CHAN et la CAN. Les jeunes du bassin du lac Tchad vers un monde meilleur à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ils se sont réunis à Maroua pour un forum baptisé « Le monde que nous voulons ». L'objectif de ce séminaire était d'impliquer la jeunesse dans la recherche des solutions pour la stabilisation des communautés touchées par l'insécurité. Au lendemain de la proclamation des résultats présidentiels en Côte d'Ivoire qui font de Ouattara de nouveau président, l'opposition conteste ces résultats et crée un conseil de transition avec à sa tête Henri Konan Bédié. Nous en parlons dans ce journal. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal qui seront développés dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Le gouvernement, autour du Premier ministre, chef du gouvernement, s'est réuni ce matin, nous le disions en titre, par vidéoconférence pour un conseil de cabinet sur la préparation du budget de l'État 2021. Au cours de cette réunion, les prévisions budgétaires fortement affectées par la pandémie du nouveau coronavirus, le CHAN, mais également la CAN étaient au menu. Rappelons que la loi de finances de l'exercice en cours s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 951 000 milliards de francs CFA, soit une diminution de 260,3 milliards de francs CFA en valeur absolue et 5% en valeur relative. Cette baisse s'expliquait par le souci de rééquilibrage des finances publiques à moyen terme, une meilleure rationalisation des dépenses publiques et une optimisation de la mobilisation des recettes internes non pétrolières. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a entrepris hier 2 novembre 2020 une autre mission dans la région du Sud-Ouest. Le ministre, une fois de plus, était auprès des familles endeuillées du 24 octobre dernier pour leur apporter le soutien et la sollicitude, voire le réconfort du président de la République ainsi que celui du gouvernement. Un reportage signé Leslie Fumba. Sous haute instruction du chef de l'État, le 2 novembre dernier, soit plus d'une semaine après sa première visite, le ministre de l'administration territoriale s'est à nouveau rendu dans la ville de Koumba, région du sud-ouest Cameroun, où les enfants avaient été froidement et sauvagement abattus le 24 octobre dernier. Pendant cette deuxième visite, le patron de l'administration territoriale s'est rendu dans l'établissement Moda Francesca International Balengua Academy pour déposer et allumer 7 bougies dans la salle des classes en mémoire des 7 enfants tués par les hommes armés. Ces bougies allumées sur les tables bancs encore imprégnées de sang étaient accompagnées d'une plaque commémorative portant le nom et l'âge de chaque enfant victime. Pendant un moment, il a levé une prière vers le ciel pour que la justice divine s'opère afin que les coupables de cet acte odieux perpétré sur les innocents puissent répondre de leurs actes. Ensuite, il est allé auprès des familles endeuillées dans le but de les réconforter et surtout apporter un soutien financier pour l'organisation digne des obsèques de ces enfants prévues pour le jeudi 5 novembre 2020. 9 personnes ont été blessées dimanche soir par l'explosion d'une bombe artisanale dans un bar de Yaoundé au Cameroun. C'est le 4e attentat de ce genre en moins de 5 mois dans la capitale camerounaise. En juillet dernier, se souvient-on, 4 personnes avaient déjà été légèrement blessées et 2 autres petits attentats similaires avaient été signalés en juin. L'attentat n'a heureusement pas été, pour l'instant, n'a pas fait de victimes et selon les informations du ministère de la Communication, cet attentat n'a pas été revendiqué jusqu'à présent. Les jeunes du bassin du lac Tchad vers un monde meilleur à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ils se sont réunis à Maroua pour un forum baptisé « Le monde que nous voulons ». L'objectif était d'impliquer la jeunesse dans la recherche des solutions pour la stabilisation des communautés touchées par l'insécurité. La cérémonie était d'ailleurs présidée par le gouverneur de l'extrême nord en personne
et ainsi que le directeur régional Afrique centrale de l'UFPA. Carole Noukwa, Amidou Kaou, reportage. Le premier forum consultatif des jeunes du bassin du lac Tchad vient de se tenir à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord. Ce forum a mobilisé plusieurs jeunes venus de divers départements de la région. Soulignons que les jeunes sont des cibles de la nébuleuse secte terroriste Boko Haram. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser ces jeunes afin de former un bouclier. Le premier forum de Maroua que le Fonds des Nations Unies pour la population, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, vise aussi à donner des outils à ces jeunes qui ne sont pas encore enrôlés dans des groupes terroristes. Ça nous a obligés à revoir un peu la configuration de ce forum. Mais les objectifs du forum restent les mêmes pour tous les 4 pays qui organiseront des forats à leur niveau. Et puis, il y aura une rencontre en virtuel qui permettra à tous les jeunes de mettre ensemble les recommandations qui seront issues de ces rencontres. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il s'agit de mettre en contact les jeunes issus des départements frontaliers avec Centre de la recherche d'une solution pour le développement dans le bassin du lac Tchad. Cette plateforme qui concerne les jeunes du bassin du lac Tchad, notamment des pays concernés à travers le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, nous avons l'accompagnement gouvernemental à travers la caution et la présence effective de monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord qui a ouvert les travaux qui mobilisent les jeunes Camerounais qui doivent mettre sur pied cette plateforme au niveau pays à travers l'accompagnement de UNFPA mais aussi la caution institutionnelle de Wikero qui nous accompagne. Du 27 au 29 octobre dernier, les experts ont exposé sur plusieurs thématiques pour édifier ces jeunes. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Yawa Bakari, en lançant ce forum, a invité les participants à bien prendre note. Donc tout simplement aux jeunes de s'approprier de cette initiative qui est porteur de beaucoup d'espoir. Donc nous demandons d'être très attentifs. Comme il a été dit, ça concerne les jeunes de la sous-région, des 4 régions du bassin du lac Tchad, de 4 pays autant pour moi, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. Donc il est question, au terme de ces travaux, vraiment de mettre de côté l'extrémisme violent, le chômage, la consommation de drogue et tout ce qu'on peut déplorer pour les éloigner davantage de la secte Boko Haram. Le forum de Maroua a connu la participation de différentes organisations dans le domaine de la consolidation de la paix, à savoir le Fonds des Nations Unies pour la population, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et bien d'autres. La vague de contamination au nouveau coronavirus a-t-elle poussé le gouvernement camerounais à sortir de sa torpeur, s'opposant au niveau du corps social, compte tenu de la sortie du porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi? Mais au fait, qu'est-ce qui explique la désinvolture des Camerounais face à cette maladie? Tentative de réponse de Régine Linda Ngobitek. Vendredi 30 octobre 2020, premier jour de reconfinement en France. Décision qui n'enchante pas tout le monde. Les nouveaux bilans des dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 ont grimpé, d'où la décision d'un deuxième confinement sur l'étendue du territoire français afin de contrer la deuxième vague de cette pandémie qui s'annonce sans doute plus meurtrière que la première, selon le chef de l'État, Emmanuel Macron. Contrairement au confinement précédent, rien que les écoles ainsi que les structures sanitaires resteront ouvertes, ayant pour obligation le port du masque et le respect des mesures barrières. Pour ce qui est des commerces non essentiels, des salles de cinéma et de spectacle, ils resteront fermés jusqu'à la fin du confinement le 1er décembre 2020. Pendant ce temps en Afrique, la panique qu'avait suscité cette pandémie en début d'année 2020 a disparu chez plus d'un. Concernant le Cameroun plus précisément, nombreux sont ceux qui ont d'ailleurs oublié le port du masque et le respect des gestes barrières. Il n'en demeure pas moins que du côté du ministère de la Santé publique, le personnel tant bien que mal essaie toujours de convaincre la population sur l'existence de cette maladie et l'exhorte de continuer à respecter les règles prescrites afin d'éviter la propagation du coronavirus. C'est dans ce sens que le docteur Linda Eso, dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé du 28 octobre 2020,
2020 rassure la population du dépistage et du suivi médical des personnels de santé afin d'avoir une bonne prise en charge des différents patients dans un environnement sain, ceci s'adressant à ceux qui craignent contracter le virus en milieu hospitalier. Malgré la sensibilisation sur la pandémie Covid-19, bon nombre de Camerounais restent sceptiques et se disent victimes d'un mensonge. Cependant, afin d'éviter totalement la propagation du virus au Cameroun, il serait judicieux de mettre une double surveillance sur les passagers venant d'Europe, d'Asie et des États-Unis en destination du Cameroun, étant donné que nos frontières restent ouvertes, contrairement aux leurs. Au lendemain de la proclamation des résultats présidentiels en Côte d'Ivoire qui font de Alassane Ouattara président, l'opposition ayant à sa tête Henri Konan Bédié ne compte pas rester là et a d'ailleurs créé un conseil de transition. Jusqu'où ira ce bras de fer? La Côte d'Ivoire revivra-t-elle le même scénario qu'il y a 10 ans? Une fois de plus, Régine Nida Ngopitek nous en dit plus. Présidentielle 2020, Alassane Ouattara proclamé vainqueur avec 94,27% de voix. Ces résultats sont rejetés par l'opposition, surtout que les principaux adversaires à la présidence avaient appelé leurs partisans à délaisser les urnes et contestent la légitimité de ce troisième mandat. Cette annonce avait suscité une fureur et c'est sans surprise que l'opposition, dirigée par Henri Konan Bédié, avait rejeté ces résultats à l'avance et a créé un conseil de transition hier lundi consistant à organiser des élections transparentes, ce que le président Alassane Ouattara trouve inacceptable. Cette élection présidentielle qui a déjà causé morts et blessés, due aux émeutes dans plusieurs villes du pays, ressemblerait au scénario déroulé en 2010 lorsque la victoire d'Alassane Ouattara, contestée par le président sortant Laurent Gbagbo, avait déclenché une guerre civile de plusieurs mois, faisant ainsi quelques 3000 morts. Au vu des tiraillements à ce jour en Côte d'Ivoire, le pays ne court-il pas vers une crise post-électorale comme celle de 2010? D'autant plus que Guillaume Soro-Simel, lui qui était du côté d'Alassane Ouattara lors de son opposition contre Laurent Gbagbo, est à présent partie prenante de la mise en place d'un Conseil national de transition et décide de se ranger du côté d'Henri Konan Bédié afin de dissoudre le pouvoir en place. En Tanzanie, l'opposition digère mal la victoire écrasante de Magufuli, qu'elle qualifie de frauduleuse. Elle a d'ailleurs appelé les populations hier lundi à descendre dans les rues pour les contester, ce qui a valu à Tundu Lissu, deuxième à l'élection, avec 13,03% à être arrêté. Les détails dans ce reportage de Thierry Blanchard-Sop. Le président tanzanien John Pombe Magufuli a officiellement reçu un certificat confirmant sa victoire électorale dimanche à Dodoma, la capitale tanzanienne. Avec 84% des voix, il a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle vendredi dernier, tandis que son parti, le Chama cha Mapinduzi, le CCM, a remporté 97% des 264 sièges du Parlement. Le président tanzanien, qui a promis travailler avec ses rivaux, tout en félicitant la tenue pacifique des élections qui, selon lui, est preuve de maturité du peuple tanzanien, a dévoilé son intention de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Cependant, l'opposition a appelé ses partisans samedi à engager des manifestations dès lundi pour protester contre cette victoire écrasante qu'elle qualifie de frauduleuse. Suite à cet appel à descendre dans les rues, la police a arrêté le chef du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe, qu'elle accuse d'avoir incité à saccager des infrastructures, brûler des stations-service, des marchés et des véhicules de transport en commun. Tundu Lissu, second à cette élection avec 13,03% des voix, également arrêté, a finalement été libéré après 2 heures d'interrogatoire. L'opposition, qui refuse toujours d'accepter les résultats, indique que l'élection a fait preuve de fraude d'ampleur sans précédent dans l'histoire du pays. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. L'information est en continu sur Reflet d'Afrique Télévision. Donnons-nous rendez-vous demain quand il sera exactement 20h. Bonsoir.